Mesdames et messieurs, bonjour. Votre fidélité nous réjouit. Merci une fois de plus de nous suivre à travers Raising Africa. Comme je l'ai dit tantôt, votre channel touristique vous demande de aimer, de partager, mais surtout de vous abonner, de rester scotché et clin d'œil à tous les amis qui aiment la nature, qui sont encore branchés pour suivre ce magazine dont aujourd'hui nous parlerons l'impact économique du tourisme en République démocratique du Congo. Et pour en parler plus, nous recevons une fois de plus sur nos antennes le chercheur, l'expert scientifique touriste, je cite Bankimi Lesai Christophe. Avec lui, nous allons savoir décortiquer comment est l'impact économique en République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Christophe. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, qu'entendez-vous par impact économique d'abord sur le plan touristique, bien sûr? Merci beaucoup. L'impact économique du tourisme veut dire que comment le tourisme peut influencer, peut avoir de l'impact sur l'économie d'un pays. Vous voyez? Et là, je m'aimerais commencer par un adage qui dit, si tu ne sais pas là où tu vas, sache au moins là où tu viens. On ne peut pas développer le tourisme sans connaître pourquoi on le fait. Et le tourisme, on le développe essentiellement pour son impact économique, social, je dirais culturel, c'est tout dans le social, et environnemental. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impact économique du tourisme, c'est-à-dire que comment le tourisme peut-il impacter l'économie d'une destination, comment il peut impacter l'économie de la nation, comment le tourisme peut impacter l'économie de l'Afrique. Alors, si le tourisme peut réellement impacter l'économie d'une nation, si c'est vrai, c'est à quel moment on peut en connaître que non, effectivement, cette histoire d'impact économique fait apporter un plus au sein d'une nation? Merci beaucoup. Charles Gell et Rebecca Ricci révèlent que le tourisme, généralement, impacte l'économie d'un pays à deux niveaux. Pendant les investissements et lors de l'exploitation. Pendant les investissements, c'est quand on achète des matières premières, on achète des équipements, on achète des intrants pour construire par exemple des hébergements et ainsi de suite. En ce moment-là, le tourisme peut impacter déjà l'économie d'une nation. Et puis deuxièmement, c'est lors de l'exploitation, c'est-à-dire que les touristes commencent à venir dans un pays, dans une destination, ici en Afrique, ils commencent à dépenser de leur argent. C'est à ce moment-là que le tourisme peut impacter. Donc il faut retenir, le tourisme peut impacter généralement la destination, un pays à des niveaux, lors des investissements et après lors de l'exploitation. Alors, monsieur Banki Milesai, que faire pour optimiser les impacts économiques dans un pays? Oui, comme je venais de le dire, il faut d'abord situer les deux instances, quand, lors des investissements et après, pendant l'exploitation. Lors des investissements, il faudrait que les intrants soient dans la grande majorité produits sur place. En France, on dit que quand le bâtiment va, tout y va. Pourquoi? Parce que la quincaillerie, tout ce qu'il y a pour la construction, le meuble, peuvent venir de là. Vous voyez? Mais malheureusement, dans notre pays, nous importons tout. Ce qui veut dire que quand nous commençons à l'investissement, très peu de choses sont produites sur place. J'étais dans un hôtel quelque part, un hôtel de luxe, vous voyez que les portes sont importées, la quincaillerie est importée, pour couvrir la toiture c'est importé, le carreau, heureusement que nous avons notre usine maintenant ici à Maluku. Bon, beaucoup de choses sont importées, des fils électriques, et je suis aussi content qu'on commence à les produire déjà ici à Limité. Et donc, mais malheureusement, beaucoup de choses sont importées. Et là, vous ne pouvez pas, parce que l'argent, au lieu que ça reste au pays, l'argent quitte le pays pour aller à l'extérieur. Alors, lors de l'exploitation, c'est la même chose aussi. Il faudrait que les entreprises
qui investissent dans le secteur du tourisme puissent trouver des intrants sur place. Je le dis souvent, si vous voulez connaître la qualité ou bien la quantité des choses que nous importons dans ce pays, allez dans un supermarché. Vous allez voir qu'à partir des œufs, des papiers hygiéniques, des cure-dents, le vin, les boissons, presque tout est importé. Alors là, vous ne pouvez pas contribuer à optimiser l'impact économique. Pour que l'impact économique du tourisme soit vraiment optimal, il faudrait aussi travailler au niveau des structures économiques du pays. Que le restaurateur puisse trouver le produit de son restaurant au marché local, c'est-à-dire que les choses qui ne sont pas importées. Et quand on a besoin de l'œuf, qu'on puisse le trouver ici chez nous. Quand on a besoin de la boisson, que ce soit une boisson locale et que ce soit aussi une entreprise locale. Que ce ne soit pas tout simplement des entreprises, comme on le dit souvent, des entreprises de droit congolais. Dire qu'une entreprise a les droits congolais ne veut pas dire que c'est une entreprise congolaise. Parce que je pense que l'autre fois, nous allons parler de ce problème qui est en train, quelque part, de nous aveugler. Quand quelqu'un attend l'entreprise de droit congolais, il pense que c'est pour les Congolais. Non, parce que le bénéfice, une fois qu'il est généré, ne va pas rester au pays, ça va quitter le pays, ça va partir. Donc, pour optimiser l'impact économique du pays, il faut que les structures économiques soient vraiment bien faites, en d'autres termes, que les produits, la grande majorité des produits que nous utilisons, soient des produits locaux et des entreprises congolaises. Aider l'opinion à comprendre mieux, à connaître c'est que donc le tourisme. Par là, je vais arriver à vous demander, à vous poser la question, est-ce ce tourisme-là, une fois que vous l'avez défini, peut-il impacter l'économie de la même manière partout? Non, c'est comme je venais de le dire. Le tourisme, en principe, devrait impacter l'économie de la même manière partout. Mais ce n'est pas le cas. Okay. Tout simplement parce que les structures économiques des pays se diffèrent. Vous voyez, par exemple, si vous allez en France ou bien aux États-Unis, vous allez trouver que la grande majorité des entreprises sont des entreprises locales, n'est-ce pas? Mais quand vous arrivez ici chez nous, toutes les entreprises qui sont presque dans le tourisme, ce sont des entreprises étrangères. Et puis, les intrants que nous utilisons sont tous importés. Déjà, à partir même de la nappe que nous avons sur cette table, c'est importé. Tout est importé. Alors là, vous n'allez pas avoir les mêmes impacts partout. Donc, pour avoir de l'impact économique efficace dans un pays, il faut d'abord travailler en profondeur. Et là, je parlais de la politique structurelle. Vous vous souvenez, la fois passée, nous avons parlé de la politique structurelle. Et dans la politique structurelle, nous avons parlé de l'industrialisation, n'est-ce pas? Donc, il faut industrialiser. Et cette industrie doit être l'industrie congolaise. Je le dis, dans ma thèse, je parlais d'une théorie, je parlais de Transforming and Integrating Approach. Le développement d'un pays dépend, un, de l'industrialisation et deux, des hommes et des femmes, voyez, qui y travaillent. Si ce sont des étrangers, vous allez peut-être connaître une forte croissance comme on a connu ici. Mais en fin de compte, cette croissance, vous n'allez pas être vraiment bénéficiaire de cette croissance, tout simplement parce que l'argent généré par ces entreprises, au lieu de rester au pays, de circuler au pays, créer par exemple les effets multiplicateurs économiques, les multiplicateurs d'emploi, les multiplicateurs d'investissement, cet argent va quitter le pays pour aller à l'extérieur. Oui. Et malheureusement, ici, nous sommes en face de théoriciens qui ne sont pas vraiment des gens qui essayent d'avoir les deux pieds sur terre pour savoir qu'est-ce que nous voulons. Je l'ai dit au départ ici, c'est un adage africain qui dit que si tu ne sais pas là où tu vas, sache au moins là où tu viens. Donc, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que le tourisme
nous voulons que le tourisme fasse pour nous et qu'est-ce que nous devons faire pour que ce que nous voulons que le tourisme fasse pour nous donc se réalise. Mais malheureusement, ces questions, j'ai l'impression qu'on ne la pose pas. Nous prenons comme parole d'évangile quand on dit que le tourisme peut impacter positivement un pays et tout le monde commence à chanter, le tourisme peut impacter positivement un pays. Quand on dit que la croissance peut créer des emplois, tout le monde commence à dire que bon voilà, nous avons atteint la croissance de 10 à 20%. Et voilà, donc ça va. Non, il y a des conditions pour que la croissance puisse impacter le pays de façon efficace. Et il y a des conditions pour que le tourisme puisse impacter efficacement l'économie d'une destination. Alors, comment évalue-t-on les impacts économiques dans un pays comme le cas de la République démocratique du Congo? Oui, pour évaluer les impacts économiques, on commence d'abord par analyser les niveaux de la demande, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de la demande, on peut regarder par exemple le nombre des arrivées, et puis on peut parler du nombre de nuitées passées dans des hôtels, on peut parler aussi... donc quand nous parlons des arrivées, ça peut être à l'aéroport, ça peut être dans les postes frontaliers, mais les postes frontaliers qui sont beaucoup plus efficaces pour la capture des statistiques touristiques, c'est à l'aéroport, voyez. Alors à partir de là, on peut essayer de voir, écoutez, s'il y avait 1000 touristes, et si les 1000 par chaque touriste peut consommer en moyenne X montant, c'est-à-dire nous multiplions cela. Et pour cela aussi, il y a ce qu'on appelle les comptes satellites du tourisme. Voyez? Parce que si vous allez dans la nomenclature de notre économie, vous n'allez pas voir le tourisme. Voyez? Parce que le tourisme utilise les produits des autres industries. Et j'aimerais vous dire, par exemple, que aujourd'hui, une bière, ça fait partie d'une production industrielle. Voyez? Mais cette bière fait partie aussi d'un produit touristique quand il est consommé par les touristes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les comptes satellites du tourisme? On essaie de voir quel a été le niveau de la consommation des touristes dans tous les niveaux. Vous voyez, qu'est-ce que le tourisme a consommé en termes de boissons, en termes de restauration, et à partir de là, on peut dire, écoutez, voilà, le tourisme a généré, par exemple, 3 milliards de dollars, et les 3 milliards de dollars ont été injectés dans notre économie. Donc, je parle de la notion de compte satellite du tourisme, je parle de la notion de la demande touristique, cette demande qui peut être évaluée à partir des entrées, à partir des dépenses des touristes. Et pour les dépenses des touristes, il y avait à un moment donné, quand les touristes sont dans l'avion, avant d'atterrir, les hôtesses arrivent avec quelques pamphlets, n'est-ce pas? Et on vous donne les documents, on vous dit, écoutez, c'est écrit combien est-ce que vous avez pour aller dépenser à la destination, combien de jours vous allez passer. Au retour aussi, on vous pose la même question et on essaie d'extrapoler parce qu'il n'y a pas vraiment, à vrai dire, des calculs exacts, n'est-ce pas, pour savoir ce que le tourisme a apporté, mais on essaie quand même d'utiliser les statistiques. Et je pense que prochainement, nous allons aussi parler de comment on peut travailler avec la statistique pour pouvoir avoir au moins une idée sur la consommation. Mais que personne ne vous trompe, il n'y a pas de comptabilité exacte dans ce domaine. Ok. Nous vous rappelons que vous êtes sur Raising Africa avec le professeur Banki Milessé et nous sommes en train de parler de l'impact économique du tourisme. Nous ciblons bien sûr la République démocratique du Congo. Monsieur le professeur, quels sont les défis majeurs dont fait face aujourd'hui la République démocratique du Congo dans le secteur du tourisme? Premièrement, il faut d'abord que nous ayons un produit qui soit à la fois compétitif et durable. Vous voyez, dans la compétitivité, c'est-à-dire nous devons avoir un produit qui peut évoluer dans un milieu de concurrence avec succès. Aujourd'hui, la concurrence devient de plus en plus âpre. Vous voyez, vous avez certains pays, pour la RDC, vous avez le Kenya, vous avez le Sénégal, vous avez l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique, vous avez l'Europe, vous avez tous ces pays-là. Alors là, il faut travailler dur pour que nous puissions avoir d'abord un produit qui attire les gens. Et ces produits-là
doit être un produit qui n'a pas une forte distance économique. Je reviens chaque fois dans nos émissions avec ce concept de distance économique, parce que la distance économique fait partie de la résistance à la demande, vous voyez. Alors, pour qu'il n'y ait pas résistance économique, il faut qu'il y ait des transports qui coûtent moins cher et des transports qui soient réguliers, vous voyez. Mais si le transport n'est pas régulier, vous voyez, on dit que time is money, le temps c'est de l'argent. Je vais dans un pays, je paye par exemple $100 pour le transport et je dis je veux rentrer le mercredi, je suis parti le lundi, je vais rentrer le mercredi. Et voilà que le mercredi il n'y a pas d'avion, jeudi il n'y a pas d'avion, vendredi il n'y a pas d'avion, et je veux rentrer le dimanche. Donc ça augmente la distance économique. Alors aujourd'hui chez nous, par exemple la RDC, c'est maintenant que nous commençons à voir que les compagnies nationales commencent à émerger. Mais ça pose toujours problème. Ce n'est pas toutes les parties de la République démocratique du Congo qui sont couvertes par le transport aérien. Il faut aussi privilégier les routes. Il faut aussi privilégier la voie des eaux. Vous voyez? Alors aujourd'hui, pour se déplacer facilement en RDC, vous avez c'est la voie des airs qui qui a de l'emprise sur les autres voies. Or que nous devons diversifier. Il y a des gens qui ont la phobie des avions. Il y a des gens qui ont la phobie de l'eau. Alors il faut trouver quand même des voies et moyens pour que la structure de transport, vous voyez, vous vous souvenez l'autre fois, nous avons parlé des systèmes touristiques. Nous avons parlé de la destination d'un côté et de lieu de provenance de l'autre côté. La destination, c'est là où nous parlons du tourisme réceptif et la provenance, c'est le tourisme émetteur. Mais entre le tourisme émetteur et le tourisme récepteur, il y a donc un réseau de transport. Ce réseau de transport doit être efficace, ça doit être efficient pour réduire de manière drastique la distance économique. Et c'est en ce moment-là que nous pouvons dire, écoutez, on peut être compétitif sur le marché. Voilà, ça fait parmi les défis que nous sommes en train que nous devons vraiment relever. Et entre autres choses aussi, c'est la qualité du produit, n'est-ce pas? Et quand je parle de la qualité du produit, il ne faut pas faire le mimisme. J'étais dans une ville, mes étudiants m'ont dit, mais professeur, il y a un hôtel là-bas, c'est vraiment magnifique. On dit que c'est comme en Europe. Et quand je suis arrivé là-bas, ce sont des choses qu'on a ramassées et qu'on a rappelées par-ci par-là. Quelqu'un qui est à Dubaï, il prend des portes de la Dubaï, ils amènent ça ici, mais les touristes veulent trouver les produits locaux. Vous voyez? Donc le tourisme veut du dépaysement. Il faut que nous soyons à mesure de proposer aux touristes des produits de qualité, mais qui sont fabriqués sur place. Pour la petite histoire, j'étais parti avec des étudiants japonais dans un site ici que je tais les noms. Alors on arrive là-bas, ils étaient très contents, ils achètent un savon qui portait les noms de ce site. Mais quand ils ont regardé que ce savon était fabriqué en Asie, ils ont remis tous les savons qu'ils avaient achetés. Vous voyez, donc le touriste veut le détachement, il veut avoir les souvenirs, et les souvenirs qu'il veut apporter, ça doit être des souvenirs vraiment du pays. Des souvenirs, comme on dit, original, non pas un original trafiqué. Mais si on accuse la République démocratique du Congo de faible mobilisation des acteurs, parce que c'est vrai, on reste un pays accueillant, mais on ne sent pas l'émergence du côté touristique. Que répondez-vous? Oui, c'est comme je l'ai dit, vous savez, le tourisme ne peut pas se développer sans les basiques. Les basiques ici, ce sont des infrastructures qui permettent l'accessibilité. Les jours où la route Kinshasa-Bandundu ville sera asphaltée, vous allez remarquer qu'il y aura des choses qui vont naître. Les jours où la ville de Inongo, chez moi, sera électrifiée, vous allez voir que le tourisme va naître. Or, donc des infrastructures, ce n'est pas des privés qui peuvent le faire. Vous voyez, c'est souvent les domaines de l'État. L'État doit jouer un rôle important. Parce qu'en tourisme, qu'est-ce que nous appelons infrastructure? Infrastructure, selon Charles Gueldner,
ce sont des structures souterraines et des surfaces mises en place pour subvenir aux besoins de la population. Et parmi ces infrastructures, vous avez les routes, vous avez les systèmes de fourniture d'eau, vous avez les systèmes de fourniture de gaz, d'électricité, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, quand il y a l'infrastructure, cela va amener automatiquement les privés à venir avec des superstructures. Une superstructure, ça peut être le centre de villégiature, ça peut être des hôtels, mais vous ne pouvez pas, aujourd'hui, même les plus courageux qui construisent des hôtels dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, ils souffrent avec le carburant. Ils souffrent avec le carburant, et quand on met le carburant, le coût, n'est-ce pas, du carburant est toujours plus élevé que si on recevait le courant fourni par la SNEL ou bien par d'autres entreprises. Donc, sur ce point-là, l'État va d'abord, dans sa politique nationale de développement, mettre sur pied la politique d'infrastructure. Et cette politique d'infrastructure doit être basée sur un aménagement fait par des experts. Vous voyez, à partir de là, je peux vous assurer que nous allons déjà commencer à développer le tourisme. Vous soutenez également, partant de vous dire quant à ces points, le partenariat privé-public. Oui, mais il faut que ça soit bien défini. Le partenariat public-privé, est-ce que ça n'a jamais existé dans ce pays? Est-ce que ça a donné les résultats escomptés? Voyez. Donc, tout ça, je ne vais pas répondre d'emblée, parce qu'aujourd'hui, souvent, ce sont des concepts à la mode. Tout le monde dit partenariat public-privé, mais il faut d'abord définir ce partenariat. Qu'est-ce que l'État va apporter? Aujourd'hui, il y a des compagnies où vous avez l'économie mixte, n'est-ce pas? Donc, vous avez l'apport de l'État, vous avez l'apport du privé. Mais toutes ces entreprises ne sont pas rentables. Alors, il faut d'abord, avant de parler du partenariat public-privé, penser d'abord aux voies et moyens pour que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Voyez, il ne faut pas que l'investisseur privé dise gagnant-gagnant. Moi, lui dit gagnant. Et l'État répond gagnant. Mais quand lui-même dit gagnant-gagnant, c'est comme quelqu'un qui vend une porte, n'est-ce pas? J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui vend la porte, il dit que bon prix. Quelqu'un qui vend une marchandise, il dit que c'est bon prix. Et très souvent, nous pensons que c'est le bon prix. Mais le bon prix par rapport à qui? Par rapport à moi l'acheteur, ou bien c'est par rapport au vendeur? Si par rapport au vendeur, est-ce que c'est nécessairement bon prix par rapport à moi? Vous voyez, ce n'est pas au vendeur de dire que c'est un bon prix, mais c'est moi l'acheteur, à moi l'acheteur de dire que c'est un bon prix. Le partenariat gagnant-gagnant, ce n'est pas au privé, à l'investisseur privé de dire que gagnant-gagnant, lui dit gagnant. Et nous, maintenant, nous allons répondre gagnant. Si on dit que nous voyons que ça ne nous convient pas, on ne va pas répondre. Mais malheureusement, quand un investisseur privé dit que nous allons signer un contrat gagnant-gagnant, nous prenons ça comme parole d'évangile. Non. Lui vient pour son cas, il ne vient pas pour vous. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce que le Congo peut-il encore offrir? Est-ce que cela n'est pas une priorité aux opérateurs dans le secteur du tourisme privé de commencer d'abord à promouvoir les produits, les richesses que regorge la République démocratique du Congo, ou bien votre défense est de toujours attendre que l'État fasse le premier pas? Non, vous savez, mais faire la promotion de quoi? Parce que dans la promotion, la publicité, vous allez faire la publicité, je prends le lac Maindombe. Vous allez faire la publicité du lac Maindombe et au finish, c'est pourquoi? Pour que les touristes arrivent, vous devez accompagner l'État. Vous voyez, par exemple, s'il y a des affichages, il y a des panneaux qui accompagnent, qui promouvoient, par exemple, le lac Maindombe, c'est une fierté nationale, des choses comme ça. Je pense que le public, les privés aussi peuvent aider l'État. Non, la promotion, dans ce sens, doit être dans le sens d'encourager les gens à investir, non pas de faire la promotion
pour que les touristes viennent. C'est trop tôt. Il faut d'abord mettre, vous savez, nous sommes tous ici des hommes mariés, n'est-ce pas? Quand madame prépare la nourriture, elle dit, la table est prête. C'est en ce moment-là qu'elle va vous demander de monter à table. Oui. Mais on ne va pas vous demander d'aller à table quand elle est encore à la cuisine. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas faire la promotion de la destination Congo tant que vous n'avez pas mis sur place des structures d'accueil dignes de ce nom. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, pourquoi nous voulons développer le tourisme? Premièrement, nous voulons développer le tourisme pour des raisons économiques. Vous voyez? Et deuxièmement, pour des raisons sociales. Et troisièmement, pour des raisons environnementales. Pour des raisons économiques. Nous voulons que les entreprises qui investissent dans le domaine du tourisme puissent être rentables. L'État va profiter des taxes, l'État va profiter des impôts, donc des hyper que ces entreprises vont payer. Et sur le plan social, il y aura des emplois qui seront créés. Et sur le plan environnemental, nous allons avoir de l'argent pour bien protéger la faune et la flore que nous avons. Alors maintenant, si vous n'avez pas cette politique, si vous n'avez pas cette vision en tête, et tout ce que vous allez faire, ça sera tout simplement du blabla. Il faut d'abord commencer par créer les produits touristiques. Et les produits touristiques, l'autre fois je l'avais dit, c'est quoi? Et je parle à David Gilbert qui parle du noyau du produit. Le noyau du produit, c'est l'attraction. L'élément attractif. Et ici au Congo, vous avez la faune, vous avez la nature qui peut faire partie de la culture qui sont des noyaux du produit. Mais ces noyaux du produit doivent être augmentés, doivent être améliorés. Et l'augmentation ici veut dire quoi? Créer des infrastructures, créer des superstructures, construire des hôtels, n'est-ce pas? Construire des restaurants, construire des pistes cyclables. Et tout ça, il faut le faire. Sinon, regardez les beautés comme Maïndom, le lac Maïndom. Vous savez, ce lac a la des virus, là. Oui, bon, je parle de ce que je connais. Oui, je parle de ce que je connais. Oui. Ce lac a une particularité, elle a des eaux noires comme du café. Okay. Mais ces eaux contrastent avec la couleur du sable. Vous voyez? Et puis, c'est un lac résiduel où on peut faire des randonnées comme ça. Mais vous ne pouvez pas faire des randonnées sans des bateaux de croisière. Vous ne pouvez pas faire des randonnées sans des hébergements. Vous ne pouvez pas faire des randonnées sans qu'il y ait un tour opérateur qui met toutes ses capacités ensemble et qui les vend comme un tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes en train d'accuser ou de dénoncer qu'il y a un coût élevé du tourisme au Congo? Oui, mais bien sûr, faire le tourisme au Congo, ce n'est pas facile. Ça coûte trop cher. Vous allez dans un hôtel non étoilé, on vous demande $50 la nuitée. Vous voyez? Alors, si quelqu'un quitte ici, il va ailleurs, il peut payer $30 dans un hôtel où il y a les Wi-Fi, il y a tout. N'est-ce pas? Quand, pour faire, par exemple, 400 km, vous devez faire une semaine, alors qu'ailleurs, 400 km, vous pouvez le faire à 4 heures. Vous voyez, la distance économique est trop élevée ici. Donc ici, je lance un appel à l'État que dans ce pays, il y a des gens qui connaissent le tourisme. Vous voyez? Moi, j'ai des qualifications en tourisme. Oui, je fais le management du tourisme, je fais le management du développement du tourisme. Et même ma thèse, même si elle a été orientée en projet, mais je fais ça sur le projet touristique. Donc, je sais ce que je dis. Nous avons de l'expertise. Oui, nous avons de l'expertise et je suis fier d'être chercheur, je suis fier d'être enseignant. Que l'on vienne nous chercher, que l'on nous pose la question et nous allons résoudre ces problèmes parce que je l'ai toujours dit, c'est depuis 1986 que l'Office national du tourisme existe, n'est-ce pas? Parce qu'avant, le ministère du tourisme faisait le tourisme. C'est-à-dire que tantôt il était au ministère de l'Environnement, tantôt il était au ministère de la Culture, tantôt c'était avec le ministère de la Communication. Donc, c'est maintenant que vous avez le ministère du Tourisme. Et je me souviens, à l'époque, j'avais écrit une lettre que j'avais adressée au
Premier ministre de l'époque pour qu'il y ait un ministère unique. Mais le problème, la solution, c'est pas tout simplement d'avoir un ministère unique, mais c'est l'efficacité donc des services de ce ministère à produire ce dont nous avons besoin. Malheureusement, j'ai comme l'impression que nous sommes restés au niveau des slogans. Nous avons tout. Le Congo, c'est un scandale géologique. Le Congo, c'est ça, c'est là, mais le Congo ne produit pas encore son tourisme. Le tourisme est dans un état embryonnaire. Le tourisme n'a pas encore décollé et je pense que le ministre actuel du tourisme doit prendre le problème du développement du tourisme à bras le corps pour que demain, on puisse voir que oui, il y a la volonté, pas simplement la volonté, mais il y a aussi la technicité, il y a l'ingénierie, il y a donc la capacité de pouvoir développer le tourisme. Oui. Le ministre a dit que le tourisme est un atout substantiel pour la relance de l'économie en République démocratique du Tout le Congo. monde le sait. Ok. Tout le monde le sait. Mais maintenant, comment le rendre? Parce que tout le monde sait que la RDC est un pays potentiellement riche. C'est du déjà attendu, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que nous voulons vivre cela. Vous savez, quelqu'un avait dit dans ce pays qu'on ne mange pas la croissance. Parce que tout le monde parlait de la croissance était là. Et j'étais même avec des gens qui m'ont dit, mais cette croissance-là, elle est fausse. J'ai dit non, elle n'est pas fausse, elle est vraie. Mais il faut plutôt aller au-delà de ce calcul de la croissance. Pour la petite histoire, la croissance, c'est quoi? N'est-ce pas? D'abord, la croissance, c'est la somme de valeur ajoutée, n'est-ce pas, générée par des entreprises qui vous donnent le PIB, n'est-ce pas? Et le PIB de l'année A sera comparé au PIB de l'année B. Le calcul est très simple. Valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ multiplié par 100, vous avez le taux. Alors, vous pouvez avoir le taux de 100%, de 10%, de 20%, parce qu'on dit souvent de deux chiffres, très bien. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là et commencer à danser. Il faut maintenant se poser la question, comment se répartit donc cette croissance? La croissance se répartit entre quatre agents économiques. Premier agent, c'est qui? C'est le ménage sous forme de salaire. Si vous connaissez le salaire qu'on donne aux Congolais, c'est le salaire de misère. Vous voyez, donc un mauvais salaire. Deux, c'est l'État. L'État sous forme d'impôts et des dividendes. Les impôts sont minorés, n'est-ce pas? Et les dividendes, tout le monde le sait, toutes les entreprises de l'État sont des canards boiteux. Donc, il n'y a pas de dividendes générés par ces entreprises. Les taxes, vous savez, avant l'avènement du chef de l'État Fachi, il y avait des exonérations qui étaient accordées en cascade. Donc, l'État n'avait rien. Toi, ce sont des entreprises. Et la quasi-majorité des entreprises, les grandes entreprises au Congo sont des entreprises étrangères. Donc leur argent quitte le pays, rentre chez eux. Et toi, le reste du monde. Nous importons tout. Le papier que vous utilisez est importé. Les stylos, importés. Caméra, importé. L'habit que je porte est importé. Le micro, tout est importé. Non. Il faut industrialiser. Aucun pays au monde ne peut se développer sans l'industrie portée par la population locale. Si vous ne le faites pas, toutes les théories économiques, parce que ces théories n'ont pas été écrites pour nous. Ces théories ont été écrites dans un contexte bien déterminé. Et quand nous prenons ces théories, nous devons les contextualiser. Si nous ne parvenons pas à contextualiser ces théories, je vous assure, monsieur le journaliste, donc nous n'allons rien faire dans ce pays. Voyez, parce que très souvent, qu'est-ce que les gens disent? Nous avons une croissance à deux chiffres. Et cette croissance est plus grande, donc la plus importante en Afrique subsaharienne. Je dis, mais de qui voulez-vous moquer? Et souvent, je dis aux étudiants, je prends un exemple tout simple. Je ne fais pas la publicité. Vous êtes allé voir votre oncle. Dites, oncle, j'ai besoin d'argent. Il dit, écoutez, je ne vais pas vous donner de l'argent, mais je vends l'hôtel du Fleuve. C'est mon hôtel. Si vous le vendez, je vous donne 1%.
Mais j'ai aussi ma villa que je vends. Si vous la vendez, je vous donne 10%. Alors, je pose la question aux étudiants. Qu'est-ce que vous allez accepter de vendre? Parce qu'on vous dit de vendre une seule unité. Et les étudiants me disent que nous allons vendre. Je vais accepter de vendre quoi? L'hôtel du fleuve. Pourquoi? J'ai dit, mais là, c'est 1%. Mais le 1% de l'hôtel du fleuve est différent du 10% d'une villa ici à ma campagne ou bien à l'UPEN. Alors, quand nous parlons de deux chiffres, il faut voir le volume du PIB. C'est combien? Donc, il faut qu'on s'arrête, n'est-ce pas, de raconter n'importe quoi, de dire aux gens que nous avons une croissance des chiffres, c'est plus important. Ah non, non. Nous notons en vous, en vos dires, vous êtes vraiment optimiste. Vous croyez d'ici 2030 que la République démocratique du Congo, le secteur du tourisme, et bien sûr, nous sommes en train d'en parler, d'insister, peut donner de milliers d'emplois aux Congolais. Vous savez, je le dis, ça c'est des bonnes intentions. Mais ces bonnes intentions, comme on dit, il y a un adage français qui dit la bouche parle, mais la main manie la rame. Vous voyez? Donc, il ne faut pas parler, tout simplement, mais il faut être en action. Sans l'action, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans la case de départ, nous pouvons mourir et renaître, trouver le Congo toujours dans la même situation. Le problème qui est là, c'est quoi? Il faut changer, n'est-ce pas? Il faut changer, et si nous ne changeons pas, rien ne va marcher. Voilà, merci. C'est par ces mots que nous mettons terme à ces magazines Raising Africa d'aujourd'hui, dont nous continuons d'insister, de vous demander avec tout plaisir d'aimer, de partager, mais surtout de rester abonnés, scotchés sur vos petits appareils pour continuer d'apprendre, mais également de suivre cette richesse que nous prodigue chaque jour. Je cite ici M. Banki Milessai Christophe, comme vous le savez, cet expert scientifique en tourisme que le Congo a, jusque-là l'unique quand j'en connais. Surtout, portez-vous bien et mes salutations à toute la famille Noto Iolo, je vois là à Cape Town qui est en train de nous suivre. D'ici là, portez-vous bien.